Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopé Human Experience, agence d'accompagnement en bien-être, santé et performance. Avec Génération Canopé, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, en bonne santé et performants et ainsi pouvoir vous en inspirer. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopé. Et j'ai l'immense chance d'avoir avec nous le champion du monde de mind mapping, Jérôme Ouaro. Bonjour Jérôme. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Salut. Comment tu vas aujourd'hui ? Eh bien, très bien. Là, sur une échelle de 0 à 10, là, je suis sur un bon 8. Un bon 8 sur 10. Ça sent le coach, voilà, j'ai fait ma séance de yoga, j'ai la clarté d'esprit. C'est juste qu'il fait un peu chaud, mais je vais pas me plaindre. Voilà, ici à Londres, quand il fait chaud, on profite. Ah ouais, je veux bien le croire. et donc du coup, j'aime bien commencer par une question qui mine de rien permet de comprendre un peu le personnage, de moins de chacun de mes invités. La question elle est toute simple. Qui es-tu, Jérôme ? J'adore cette question. Qui suis-je ? Je suis un citoyen du monde. Donc je viens de l'île de la Réunion, où c'est un énorme melting pot culturel et que ce soit au niveau de l'île que au niveau de ma famille. Et j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir étudier en dehors de mon île. Donc j'ai pu voyager en France métropolitaine. Donc ma première expérience en France métropolitaine, c'était Poitiers pour des études originales. Voilà. Pour un Réunionnais. Exact. Et ensuite, ces études m'ont amené également à vivre au Japon, à Osaka, au Canada, à Sherbrooke, ensuite à Paris et maintenant à Londres. Et j'adore voyager, j'adore vivre à l'étranger, m'imprégner de nouvelles cultures. Donc, je le définis tout d'abord par un citoyen du monde. Quelque chose qui me caractérise également, c'est ma passion pour les arts martiaux que j'ai depuis l'âge de 6 ans, donc que je pratique depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé par des arts martiaux japonais, notamment le karaté. J'ai fait également du jiu-jitsu japonais et également brésilien avec la capoeira que j'adore absolument et maintenant depuis peu plutôt chinois avec du kung-fu Wing Chun que je trouve extraordinaire, surtout pour le cerveau d'ailleurs, encore plus que pour le corps. Donc voilà, deuxième pilier, je dirais, pour définir qui suis-je, passionné d'arts martiaux. Et ensuite, bien entendu, pour la partie professionnelle également, j'ai 2 axes d'activité. Le premier étant ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences comportementales, un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai commencé faisant de la recherche en école de commerce, puis des cours en école de commerce, ce qui a donné naissance à des bouquins. Donc j'ai pu coécrire le réflexe soft skills en 2014, puis soft skills en 2018. Et depuis peu, donc un autre bouquin qui s'appelle Des gentils aussi méritent de réussir, coécrit avec Yannick Alain et Delphine Castellani, qui est sorti cette année, en 2021, dans lequel on parle aussi de soft skills. Mais pas et Yannick Alain qu'on a reçu sur notre podcast il y a quelques semaines maintenant et franchement voilà de vrais gentils qu'on a avec nous mais des gentils qui réussissent et ça c'est juste génial de pouvoir comprendre ça. Merci et c'est pour moi c'est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir bosser avec Yannick et Delphine. C'était une sacrée expérience et j'espère que ça va continuer bien entendu. Donc voilà, une activité d'écriture qui m'emmène régulièrement à faire de la conférence. Donc c'est mon métier premier, la conférence en entreprise sur ces sujets-là, le sujet des soft skills et tout ce qui gravite autour, à savoir le futur des métiers, le futur des compétences et également
la notion de performance et le bien-être, parce que la performance, pour que ce soit durable, c'est important qu'elle soit alignée avec aussi une hygiène de vie, un équilibre. Et je pense que je prêche à convaincu ici en te disant ça. Et donc ça, c'est mon premier axe d'activité. Je fais également, bien entendu, du coaching, notamment quand on est positionné sur ces sujets-là. La conférence, c'est bien pour inspirer, mais après, ce qui permet de réellement avoir un impact à long terme et durable, c'est le coaching qui permet de stimuler le passage à l'action et d'avoir des résultats. Et enfin, donc le dernier pilier professionnel, mais si j'en ai d'autres, mais là je vais apporter ces deux-là, c'est justement, comme tu mentionnais tout à l'heure, les sports du cerveau, dont fait partie le mind mapping, qui est une technique de prise de notes visuelle créée par Tony Buzan et qui a donné lieu également à des compétitions. De créativité, de prise de notes, de synthèse avec le mind mapping, et des compétitions de vitesse et de vitalité intellectuelle avec des championnats de lecture rapide. Et en effet, j'ai pu obtenir des titres, donc les titres de champion du monde en 2018, champion du Royaume-Uni en 2019. J'ai eu un titre aussi en lecture rapide, et je trouve ça excitant parce qu'en fait, j'ai toujours fait de la compétition en athlétisme et en arts martiaux, et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, le corps, on va dire, suit un peu moins la pression du résultat en compétition dans ces disciplines-là. Donc du coup, les sports du cerveau, comme c'est accessible à tout âge, eh bien c'est génial pour ça. Et on va dire que maintenant j'ai pris ma retraite de compétiteur pour être plutôt du côté organisateur et accompagnateur. Donc maintenant, je co-organise le championnat de France de lecture rapide et mind mapping, et également maintenant le championnat du monde de lecture rapide et mind mapping. J'ai peut-être été un peu long, mais voilà pour la réponse. Qui suis-je? Il y a pas de réponse courte ni longue sur celle-ci. Au contraire, j'aime beaucoup la poser parce que ça permet d'en savoir déjà plus sur toi, ce que tu fais, sur qui tu es. C'est vrai qu'il y en a qui vont avoir des réponses très courtes, d'autres qui vont avoir des réponses qui vont durer 20 minutes. Mais c'est ça qui est génial justement à travers ce podcast. Gros compétiteur alors. Et ce que je vois, c'est qu'il y a deux typologies de sport. Il y a le sport, on va dire, un peu plus intellectuel d'un côté, avec la lecture rapide, le mind mapping, et de l'autre côté, les arts martiaux. Quel pont tu fais justement pour dire, tu vois, quand tu parlais d'arts martiaux, et notamment quand tu parlais de kung-fu, tu as évoqué le fait que c'était bon pour le cerveau. En quoi c'est bon pour le cerveau? Justement, le pont, il est double. Déjà, c'est sur le cerveau parce que, par exemple, notamment pour le kung-fu Wing Chun, parce que je connais pas, j'ai pas pratiqué les autres styles de kung-fu comme le wushu, etc. Mais pour celui que je connais, il y a par exemple la notion de dissociation des membres, en fait. C'est-à-dire que ma jambe gauche doit faire un mouvement que ne fait pas ma jambe droite, et que mon bras gauche doit faire un mouvement qui est différent du bras droit. Donc il y a un exercice de coordination qui est super contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, et de le faire en synchronisation avec son adversaire et son partenaire plutôt d'ailleurs, et dans le bon timing et en gérant l'espace. Donc tout cela en fait mobilise plein de zones cérébrales différentes en mouvement, en live, et qui en fait repose sur un principe qui est la répétition. Donc c'est la répétition qui ancre la compétence. D'ailleurs, le kung-fu, en fait, kung-fu, ça veut dire, donc là je salue mon sifu, Lee, ici à Londres, qui a appris ça, c'est que kung-fu, ça veut dire la répétition dans le temps jusqu'à la maîtrise. Et pour moi, c'est l'apprentissage, en fait. C'est le fait de répéter un mouvement et de l'améliorer en continu, toujours faire 1% un peu mieux à chaque fois. Eh bien, c'est ce qui permet à la fois de progresser, mais aussi d'ancrer la compétence. Et pour moi, les arts martiaux, c'est ça, mais c'est aussi une analogie de la vie. C'est pour moi le kung-fu, c'est vraiment se dire, je vais avoir l'autodiscipline, ou je vais cultiver mon autodiscipline par la répétition de mouvements, en faisant de l'amélioration continue pour progresser.
Et pour moi, c'est un des ponts déjà. Donc le fait de répéter, la plasticité cérébrale qui repose là-dessus, le fait de répéter, de s'entraîner, de toujours sortir de sa zone de confort, parce qu'en plus des arts martiaux, il y a toujours un système d'élévation de niveau, que ce soit avec les ceintures ou les dan dans les arts martiaux japonais. Donc c'est un peu différent, mais il y a quand même un système de progression. Et c'est ce qui permet de développer sa plasticité cérébrale spécifiquement pour les arts martiaux, mais que en fait on peut totalement transposer ça dans d'autres disciplines. Et pour moi il y a un vrai pont là-dedans. Et enfin le deuxième pont, au-delà de la dimension plasticité cérébrale et de la répétition, c'est la dimension des soft skills. Donc les soft skills, c'est quoi? Ce sont des compétences non techniques que tous les humains ont et qui sont utiles dans plein de situations différentes. Donc, comme par exemple la créativité, l'autodiscipline, la concentration, la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc toutes ces compétences qui sont réellement des compétences en fait. C'est pas des talents innés que certaines personnes ont et d'autres n'ont pas. Ce sont par défaut des compétences que des compétences que tous les humains ont et que l'on peut développer. Comme si on faisait de la musculation en fait. Le fait de répéter des exercices de respiration ou de techniques de méditation vont à terme développer notre compétence concentration, par exemple. Et pour moi, les arts martiaux, c'est la pratique des arts martiaux, c'est également une manière hyper puissante de développer des soft skills qui sont transposables dans plein d'autres situations. La gestion du stress, la gestion de la pression, la concentration, l'intelligence interpersonnelle, parce qu'on est tout le temps en interaction avec un partenaire. Donc il y a tout ça en fait. Donc c'est une vision 360 où tu travailles le corps et l'esprit en même temps, parce que moi je fais partie de ceux puis en plus de ça les études nous l'ont montré, tout est connecté. On n'est plus il y a des centaines d'années où on pensait que c'était complètement dissocié tout ça. Tu as parlé de plasticité justement neuronale ou plasticité du cerveau, peu importe comment on l'appelle, mais cette plasticité, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, qui ne connaissent, qui ont juste les basiques, on va dire, du système nerveux et de notre cerveau, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, on est tous des débutants de quelque chose et c'est hyper important d'en prendre compte, mais simplement, c'est quoi la plasticité? La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles exigences. Donc le cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a quelques années, où on pensait qu'il se dégradait au fil du temps, qu'on perdait des neurones et qu'on devenait de plus en plus bête, en fait, qu'on perdait la mémoire, etc. Eh bien, en fait, on a les neurosciences, la neuroscience de manière générale, a démontré que le cerveau continue à se développer, continue à s'adapter à partir du moment où on lui offre des défis, on lui offre un environnement propice à se développer. Et l'enjeu derrière cette notion-là, du fait que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il continue à évoluer, eh bien, ça va dans les deux sens, en fait. Parce que il peut à la fois continuer à se développer, si on lui donne, on le nourrit en tant que défi, avec des défis, un environnement stimulant et des sorties de zone de confort. Mais il peut aussi, eh bien, du coup, entre guillemets, rétrécir, mais réduire sa capacité pour économiser l'énergie. Parce que le cerveau, par défaut, est fait pour économiser l'énergie. C'est dans l'ADN de l'humain qui a été construit pendant des dizaines de milliers d'années de préhistoire. Et pour pouvoir économiser l'énergie, eh bien, il doit aussi le cerveau se dit, si je n'ai pas besoin de cette capacité, je l'enlève parce que ça me prend d'énergie. C'est comme un ordinateur. Si on a plein d'applications ouvertes, eh bien, ça mobilise plus d'énergie, plus de processeurs de l'ordinateur. Et bien, pour le cerveau, c'est pareil. D'où l'importance de constamment le nourrir en défis, en nouveautés, pour le stimuler. Et envoyer ce message au cerveau, continue à développer, j'ai besoin de toi. Et ça me fait penser justement je dis beaucoup justement, mais à David Lefrançois qu'on a eu aussi sur ce podcast et qui de souvenir, c'est tous les 2 ou tous les 3 ans change de sport et principalement d'art martial.
pour cette plasticité cérébrale, pour pouvoir créer de nouveaux schémas neuronaux, pour pouvoir rester stimulé et puis voilà, toujours avoir ce cerveau qui apprend et non l'inverse. En effet, c'est vrai que si plus on l'économise, plus il rétrécit, et ça c'est même physiquement, on a pu l'observer. Ouais. Bah oui, même pour en effet, même pour le corps en fait, parce que si par exemple je fais de la course à pied et je fais que ça, bah mon corps va devenir spécialisé en course à pied. Il va optimiser mes muscles pour faire un certain type de course, par exemple la course de fond, et du coup va moins développer les autres. Et du coup, le cerveau il fonctionne pareil. Il va se spécialiser dans certaines fonctions au détriment d'autres. Donc là, l'enjeu ici est de faire de la pluralité, de la transversalité. Et là-dessus, je suis tout à fait, je suis assez d'accord avec David. Alors pas forcément, sur les arts martiaux, moi j'ai tendance à aller en profondeur. Et c'est vrai que même si j'en ai changé quelques-uns, c'est vrai que je vais un peu plus loin que 2 ordres de mon côté. En tout cas, c'est un choix. Par contre, en termes d'activité intellectuelle, c'est vrai que c'est important pour moi de toujours avoir de nouveaux défis, de nouveaux apprentissages, que ce soit apprendre une nouvelle langue, lire certains styles de livres, écrire certains styles d'écriture. Je vais même par exemple tester l'écriture d'une fiction pour justement régulièrement sortir mon cerveau de ma zone de confort pour pas qu'il devienne hyper spécialisé dans un truc et nul dans le reste, entre guillemets, mais qu'il arrive à garder cette transversalité qui nous rend adaptable en fait. Et pour moi, on est vraiment dans une ère de, on en parle dans notre ouvrage Soft Skills, le monde VUCA, le monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Donc en anglais, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, et qui nous oblige à nous adapter constamment à ces imprévus. Et le Covid, par exemple, est une illustration de comment du jour au lendemain, paf, tout peut changer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'adapter. Plutôt que de subir des situations et d'être forcé de s'adapter, autant entraîner notre cerveau à l'être, comme ça, si ça arrive, hop, on peut pivoter très rapidement. Je comprends complètement et j'aime bien aussi partir du côté du voyage parce que mine de rien aussi quand on voyage on se retrouve dans des situations où on doit parfois apprendre une nouvelle langue, parfois on est seul, donc on rencontre tout un tas de personnes qui ont aussi une vision différente de la nôtre, une culture différente, on mange de nouvelles choses, enfin bref, il y a le cerveau qui est en ébullition. Moi je sais que j'adore, alors c'est vrai qu'avec la Covid-19 on a dû limiter nos déplacements, en tout cas on reste très national pour nous, mais dès que tout va pouvoir réouvrir, je sais que ça va vraiment faire du bien parce que c'est fou. J'ai eu la chance de vivre 1 an à l'étranger entre l'Océanie et l'Asie qui a été une vraie révélation pour moi parce que c'est tellement différent. Voilà, les auditeurs, si vous n'avez pas encore été en Asie, allez en Asie juste pour voir un peu comment ça se passe parce que ça n'a rien à voir avec les pays, on va dire type européen, parce que il y a une vie, il y a plusieurs vies dans une journée et c'est assez exceptionnel. Et c'est là qu'on crée aussi de nouveaux schémas neuronaux, une nouvelle vision. Si on parle purement cerveau, c'est vrai que c'est juste fantastique. Et puis après, ça ancre des émotions, ça ancre des souvenirs et donc tout un tas de belles choses qui fait qu'on en reparle encore aujourd'hui. Moi, ce que j'adore aussi avec l'étranger, le voyage, c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais ce qui est encore mieux, si possible, c'est, je trouve, vraiment de vivre à l'étranger, de vraiment vivre en tant qu'immigré, quoi. Et le fait, par exemple, d'avoir immigré au Japon, c'est vrai que j'avais pas de, je vivais là-bas en fait. Donc je devais à tout prix m'adapter, d'apprendre le japonais, de faire mes courses, etc. Et ce qui était génial, justement, c'est déconcertant, c'est que j'ai l'impression d'être un nouveau-né. C'est-à-dire que je me rappelle encore, pour une petite anecdote, quand j'arrivais là-bas, j'ai fait la course pour la première fois, forcément, parce que du coup, quand on arrive comme ça dans un nouveau pays et qu'on s'installe, tout devient une première fois. Et ouais. Je suis parti faire les courses pour la première fois. J'ai essayé d'acheter l'identifiant pour la première fois. Et comme tout était différent, j'ai dû acheter plusieurs trucs et en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'était pas un shampoing, c'était un après-shampoing. Donc plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que sur le coup, c'est très déconcertant, mais c'est hyper rafraîchissant.
Ah ouais, tu m'étonnes. T'es parti à quel âge et pendant combien de temps au Japon? C'était pendant mes études, donc c'était pour une durée de 1 an, donc c'était quand même très court. Mais en même temps, en 1 an, on a quand même le sentiment de vraiment vivre sur place. Et je devais avoir à peu près 22 ans, à peu près. Ouais. 21, 22, ouais, c'était ça. Ouais, ça fait déjà une belle expérience à cet âge-là. Ouais. Et surtout de passer de l'île de la Réunion, non, ou de Poitiers à ouais, c'est vrai que c'était une sacrée gymnastique cérébrale, oui. Ah, génial, j'adore. Il y a plusieurs choses, mais on va commencer par les soft skills. C'est quelque chose que tu étudies, que tu enseignes, que tu coaches depuis plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tu veux bien nous en dire qu'est-ce que c'est que les soft skills? Parce que on entend beaucoup de choses. Typiquement, je suis abonné au magazine Management en France, et alors il y a les soft skills à toutes les sauces, mais du coup, c'est quoi les soft skills? S'il y avait une vraie définition, et comment concrètement en fait on peut développer des soft skills et puis les mettre dans son quotidien? Alors c'est trois grandes questions. Non, mais c'est très bien, d'autant plus que je rappelle justement il y a 10 ans, c'était pas du tout le vent en poupe. On était des aliens là, en train d'essayer de parler d'un concept nouveau. On commençait à dire c'est quoi les soft skills, et les personnes disaient c'est les compétences molles. Alors comme on dit ça, des compétences molles. C'est sexy. Ouais, voilà, c'est ça. Coach en compétences molles. Non, c'est vrai que maintenant je vois de plus en plus de personnes positionnées là-dessus, et j'ai envie de dire déjà qu'est-ce que ce n'est pas selon moi, et je détiens pas la vérité ici. Là, j'apporte ici, on va dire, de l'eau au moulin, une réflexion au débat, et c'est vrai que j'ai ma philosophie, ma vision des soft skills, et je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Donc déjà, quand on dit que les soft skills c'est des savoir-être, là je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que pour moi, un savoir-être est déjà contextuel, voire même culturel. Par exemple, on parlait de voyage. Le savoir-être au Japon n'est pas du tout le même savoir-être en France. Et d'ailleurs, la notion de savoir-être emmène quelque chose de dangereux, je trouve, à savoir le jugement. C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas le savoir-être pour pouvoir faire ci ou pour pouvoir faire ça. Et c'est quelque chose d'absolu, aussi, savoir-être. Soit on sait, soit on sait pas, en fait. On sait pas à peu près. Donc, pour moi, déjà, c'est entre guillemets une hérésie pour moi de dire que les soft skills, c'est du savoir-être. Parce que, pour moi, déjà, les soft skills, c'est une compétence. C'est pas un savoir. C'est une compétence qui se développe. C'est pas absolu. C'est quelque chose c'est un processus en continu, et qui n'a pas le niveau grand maître expert, et qu'on peut pas aller plus loin, en fait. Donc déjà, pour moi, les soft skills, c'est pas des savoir-être. Les soft skills, ce n'est pas non plus des traits de personnalité. Les traits de personnalité, ça existe. Chacun a ses traits de personnalité, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, de l'ordre de la personne en tant qu'être. Alors que les soft skills, c'est neutre. C'est des compétences que l'on peut développer et qui sont utiles dans plein de situations différentes. Donc les soft skills, ce ne sont pas des qualités, ce ne sont pas des traits de personnalité. Les soft skills, ce ne sont pas non plus des valeurs. Les valeurs, c'est des choses qui sont importantes pour soi. Il y a une échelle de valeurs selon une personne par rapport à une autre, et qui permet de voir quels sont mes comportements, quelles sont mes décisions, et vraiment d'avoir un code de conduite et des décisions par rapport à soi pour être bien avec soi-même, en fait. Les soft skills, c'est neutre. Ce sont des compétences. Donc déjà, pour moi, il y a déjà ces dimensions-là. Les soft skills, ce ne sont pas des savoir-être, ce ne sont pas des qualités ou des traits de personnalité, et ce ne sont pas non plus des valeurs. Les soft skills, ce sont réellement des compétences qui sont complémentaires à des compétences techniques que on peut mesurer à travers des diplômes. Pour les compétences techniques, ça c'est très répandu en France dans le système académique et professionnel, où en fait on a des formations qui vont certifier l'acquisition de compétences techniques. Or, on se rend compte que c'est pas suffisant aujourd'hui, notamment dans ce fameux monde VUCA dont je parlais tout à l'heure, qui est changeant. On parle aujourd'hui d'obsolescence
de compétences, l'obsolescence des compétences techniques notamment, parce que justement les soft skills qui sont des compétences non techniques comme la créativité, comme la concentration, comme la gestion du temps, la gestion du stress, etc., ne vont pas être obsolètes. Autant apprendre un langage en code, en développement informatique, eh bien ce langage va être obsolète à un moment donné parce qu'il y a toujours de nouveaux langages qui sont créés. Autant la gestion du stress, quelle que soit la situation, quel que soit le système dans lequel on vit, on aura toujours besoin de cette gestion du stress. On aura toujours besoin de cette créativité. Donc pour moi, les soft skills, c'est ça. Ce sont des compétences non techniques, transversales, utiles dans plein de situations différentes et qui n'ont pas cette obsolescence qu'auraient les compétences techniques. Ok. Et donc, quels sont, pour toi, alors je dis pour toi, et là encore une fois, selon toi, les compétences qui t'ont permis, les soft skills en tout cas, qui t'ont permis vraiment d'être qui tu es et qui fait que de manière, alors moi je suis un peu dans quelqu'un qui est parfois efficient, c'est-à-dire le 80-20, ça me parle bien. Quelles sont 20% des actions qui me rapportent 80% de résultats? Et donc là-dessus, quels sont les soft skills qui, toi, te rapportent le plus de résultats aujourd'hui? Je dirais qu'il y a l'autodiscipline, parce que l'autodiscipline, c'est la discipline que l'on s'applique à soi et que du coup, c'est un enseignement issu des arts martiaux pour moi. Et l'autodiscipline m'a permis de créer des habitudes qui du coup m'ont permis, par l'effet de répétition, de développer d'autres soft skills et d'autres savoirs et autres compétences techniques. Donc je dirais en premier lieu, et qui pour moi est la base, est l'autodiscipline. Ensuite, la deuxième compétence qui m'aide encore aujourd'hui énormément, je pense que c'est, je dirais, l'intelligence relationnelle, qui est un amas de plein d'autres compétences, comme l'empathie, la communication, etc. Mais je dirais la famille des compétences de l'ordre de l'intelligence relationnelle, parce que pour moi, tout est relation. Il n'y a pas de self-made. Quelqu'un dit je me suis fait tout seul, en fait à un moment donné il y a quand même des clients quelque part, il y a au moins des partenaires, il y a pas de self-made tout seul comme ça. Pour moi ça n'existe pas, et on est toujours en relation, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec des associés, que ce soit avec son conjoint, sa conjointe, sa famille, etc. Même avec soi-même du coup. Et oui, avec soi-même aussi, exactement. Et donc oui, je dirais que l'intelligence relationnelle, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et aussi, mine de rien, je dirais l'audace. L'audace qui est cette capacité à se donner des défis, à se dépasser de manière choisie, intentionnelle, parce que parfois on choisit pas. Bien, l'idée de choisir mes défis, de dépasser, de prendre mes décisions et de chercher à la nouveauté et de faire des choses que je n'ai jamais faites. Eh bien, je pense que c'est ce qui m'a amené à qui je suis aujourd'hui, en fait. Donc, si je dois faire un top 3, je dirais qu'il y aurait ça comme top 3. Après, il y en a plein d'autres aussi, comme la créativité, par exemple, qui permet de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais globalement, ça, ouais. Ok. Et l'audace, là, je vois la jonction avec Yannick Alain, qui a créé notamment la journée de l'audace. Oui. Et du coup, vous avez co-créé Les Gentils aussi méritent de réussir. Donc, je comprends un peu les passerelles. Oui, c'est vrai que avec Yannick, on se rejoint sur la gentillesse, mais en effet, pas que, en fait. On a aussi notre côté geek. On aime les super-héros aussi, par exemple. Juste pour l'anecdote. Ouais. Alors plutôt Marvel ou plutôt comics? Non, DC Comics. Enfin, pour moi, je sais que lui, il est peut-être plus Marvel, mais moi, plus DC Comics. Ouais. Ouais, j'ai cru voir des Iron Man derrière son fond à Yannick. Mais moi aussi, j'adore les super-héros, donc ça tombe bien. Génial. Comment on les développe? Tu vois, par exemple, l'autodiscipline. Comment on développe l'autodiscipline? Alors, tu parles du Kung Fu et une typologie de Kung Fu. Comment on développe ça? Parce que pour moi, l'autodiscipline, c'est vraiment quelque chose qui est très important,
mais qui est très dur à mettre en place, surtout pour quelqu'un qui est potentiellement très très créatif, qui peut partir un peu dans tous les sens, et pour avoir testé un milliard de choses, hein, le Miracle Morning où on se lève en fait de bonne heure le matin, on essaye de tenir ça, et puis bon après, même si on connaît tout un tas de choses sur les neurosciences, voilà, que c'est qu'en 66 jours en moyenne on va créer une habitude. Bon, il y a plein de choses qui se rentrent en compte, mais mine de rien, l'autodiscipline pour moi en effet c'est une des soft skills qui est hyper importante, mais c'est hyper dur à mettre en place. Comment toi tu ferais, ou tu me coacherais, ou tu m'accompagnerais là-dessus? Alors ça c'est intéressant parce que en effet c'est généralement, malgré la diversité des profils que je coach, que ce soit du dirigeant d'entreprise, de l'indépendant, la personne en transition, il y a toujours ça qui revient. et c'est vrai que tu parlais d'un livre qui t'inspire beaucoup, à savoir le Miracle Morning. Et ben pour moi sur ce sujet-là, il y a le livre The One Thing. The One Thing qui est donc pour les personnes qui ne voient pas l'image, j'ai juste pris derrière ma bibliothèque, derrière le livre, de Gary Keller et de Jay Papasan. Et en fait, ce que ce livre m'inspire dans ce cadre-là, c'est de toujours commencer par une seule chose à la fois et de se donner un défi. Et par exemple, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Voilà, si je suis dans une situation de coaching par rapport à l'autodiscipline, je vais pas travailler sur l'autodiscipline en fait de manière directe, parce que pour moi c'est quelque chose que l'on travaille de manière indirecte. Donc je vais tout d'abord demander à la personne, ok, quelle est la soft skill que tu as envie de développer? Donc par exemple, Quentin, quelle serait la soft skill au-delà de l'autodiscipline que tu aimerais développer par exemple? C'est vrai que l'autodiscipline c'est une vraie problématique pour moi. J'ai envie de dire, allez, tout ce qui touche à la gestion du temps, on va dire. Ok. Donc gestion du temps, du temps. Très bien. Donc imaginons que tu as envie de développer ta gestion du temps et je dis et l'autodiscipline. Donc on voit comment on peut combiner les deux. Et là c'est là que j'aime bien la créativité, c'est aussi quand tu combines deux choses, qu'est-ce qui en ressort en fait. Et par exemple, quelque chose que je trouve qui fonctionne bien pour à la fois travailler l'autodiscipline et la gestion du temps, c'est par exemple en début de semaine de déjà se poser la question, c'est quoi ma priorité de la semaine, la priorité absolue de la semaine, et ensuite de prendre un créneau, un rendez-vous avec soi-même dans l'agenda, de dire voilà, de telle heure à telle heure, tel jour, je vais travailler sur cette priorité-là, et de faire ça par exemple sur au minimum 4 à 6 semaines. D'ailleurs tu parlais de 66 jours. Bon, moi j'aime bien fonctionner mois par mois parce que je fais des bilans mensuels et ça me permet de voir parce que là quelque part on est en train de cultiver une nouvelle habitude et de voir si c'est quelque chose qui me correspond, et si c'est le cas je continue après un mois, et si finalement ça ne me correspond pas, eh bien je change, je passe à autre chose le mois d'après. Mais voilà par exemple comment je fonctionne. C'est par rapport à pour développer l'autodiscipline, je vais réfléchir à quelle est la soft skill que la personne a envie de développer, 2, quel est le défi que l'on pourrait mettre en place pour que la personne puisse travailler cette soft skill de manière régulière, et 3, faire des points mensuels pour voir les avancées. Donc si par exemple tu avais dit moi capacité de synthèse, je t'aurais donné un autre défi en disant tiens, c'est la capacité de synthèse, 3 fois par semaine, tu trouves un TED Talk que tu aimes et tu fais une mind map dessus. Et pour être vraiment engagé, je vais te demander par exemple d'installer l'application HabitShare qui permet de tracer les habitudes et d'avoir un partenaire d'engagement. Donc voilà par exemple pour et là on travaille toujours l'autodiscipline, mais cette fois-ci avec la créativité. Yes. Alors il y a plusieurs applications sur les habitudes. Toi tu utilises HabitShare, c'est ça? En ce moment, ouais, j'ai testé plusieurs trucs et j'aime bien celle-là parce que elle est super simple, elle est super légère et pas de prise de tête en fait. Je clique mes trucs et c'est fait.
Ok, donc en gros, tu mets tes habitudes dedans, tu peux paramétrer tout ce que tu as besoin vis-à-vis de cette habitude, et puis tu as des rappels où tu vas tous les jours dessus à un moment donné dans ta journée, et tu checkes si tu as tout réalisé, c'est ça? En fait, ce que je fais, c'est que généralement, j'ai des moments dans la journée pour réaliser mes habitudes. Donc, je sais que par exemple, avant de travailler, eh bien, je vais faire, là, je joue mon application, mes étirements, mon cardio, mes inversions et ma lecture. Donc, je sais que généralement, avant 8 heures, j'ai checké ça. Et après, dans le reste de la journée, je sais que, par exemple, après ma pause déjeuner, généralement, j'ai ma méditation. Et à la fin de ma journée, j'ai ma gratitude. Donc, je fonctionne par moment. Et en effet, par exemple, à 8 heures, je sais que je vais cocher ces trucs-là. À midi, ce truc-là. Et avant de me coucher, ce truc-là, en fait. Yes. Ok. Il y a une notion de point derrière qui te stimule et qui te dit ok, c'est bon, vous avez franchi vos 100% de réussite ou vos 100% d'habitude aujourd'hui, ou comment ça se passe? Au début, oui, il y avait ce système de gamification qui me plaisait bien, mais c'est vrai que maintenant, c'est pas ce qui me stimule. Là, en ce moment, je fonctionne beaucoup par phase, en fait. Okay. Je suis très à l'écoute de ça, et c'est pour ça que je me donne toujours des moments tous les mois, tous les 3 mois pour me remettre en question, pour changer mes habitudes, parce que il y a aussi cette notion de plasticité cérébrale et pas de m'encrouter dans une routine entre guillemets. Ouais. Et en effet, là en ce moment, je suis plus dans une phase où je suis à l'écoute de mon ressenti, comment je me sens juste après. Donc c'est plus ça qui me fait ouais non, c'était cool. Là par exemple, là j'ai fait une séance de yoga, là je me sens bien, j'ai fait du slow movement et tout avec 5 respirations par asana, ouais, je me sens super bien. Génial. En effet, le yoga, moi je pratique la cohérence cardiaque, moi c'est un régal depuis à peu près 1 an. C'est bon, bien sûr, je fais de la méditation, je fais mon sport, bon bref, pareil, hein, mais je fais aussi attention à quel type de sport j'utilise, et tous les jours c'est un sport différent. Alors c'est principalement du sport, je le fais seul, hein, de manière générale, pour voilà, je me lève le matin, c'est sport direct, mais ça va être en effet plutôt soit de la gym, soit de la course, soit en tout cas tout un tas de choses qui nous permettent justement d'être stimulés et de se stimuler pour être actif et en pleine forme pour la suite de la journée. Ok. Sur les soft skills, je vais rester encore un peu là-dessus. Est-ce que tu as une liste des soft skills ou peut-être un bouquin qui retrace tout ça et qui permet de pouvoir développer ses propres soft skills, de savoir peut-être évaluer ses propres soft skills et de se dire ok, j'ai envie de progresser maintenant et comment je fais? Ouais. Alors par rapport au bouquin, c'est sur les soft skills, je recommande du coup le livre Soft Skills qui s'appelle Soft Skills, que j'ai coécrit justement en 2018, où on a à la fois des recommandations en termes de soft skills. On parle de 5 soft skills clés dans cet ouvrage par exemple, mais en même temps ça va tellement vite que ça évolue, et on a aussi la méthodologie qui je trouve beaucoup plus accessible au grand public, ce livre-là Soft Skills, que le livre Le Réflexe Soft Skills qu'on a écrit en 2014, qui est vraiment un livre de management pour les dirigeants, les managers. Là c'est plus un livre grand public. Et après, au-delà du livre, moi je dirais que c'est vraiment de se faire confiance. Et moi j'aime bien donner cet exercice-là, par exemple pour savoir quels sont mes soft skills de prédilection, parce que c'est vrai que on a en potentiel tous nos soft skills, mais notre histoire, notre environnement, notre vécu a fait qu'on a développé plus de soft skills que d'autres par rapport à d'autres personnes. Par exemple, la pratique des arts martiaux depuis l'âge de 6 ans a fait que j'ai développé une certaine capacité d'autodiscipline et de concentration. Mais justement, c'est de faire cet exercice-là, de dire voilà, vous prenez votre ligne de temps et de voir quelles ont été les pratiques répétées dans le temps de certaines activités que vous avez pu avoir, et de voir quels sont les soft skills que vous avez développés par rapport à ça. Donc si vous avez fait par exemple de l'improvisation théâtrale, il y a sûrement de la créativité, de l'aisance oratoire, etc. Si vous avez une activité associative dans le domaine humanitaire, encore une fois, intelligence relationnelle, empathie. Et donc de faire cet exercice-là d'introspection, je dirais que ce serait beaucoup plus puissant que la lecture, parce que pour moi, les soft skills, c'est quelque chose de hyper pratico-pratique, de très terre à terre,
et je trouve que c'est dommage d'en faire un exercice purement intellectuel en fait. Ouais, on est d'accord. C'est hyper important et stimulant en effet d'apprendre des nouvelles choses, mais si ça ne sert à rien, bon, ça va un temps, j'ai envie de dire. Ok, soft skills. On a parlé de synthèse tout à l'heure. Qui dit synthèse dit mind mapping. Mind mapping, c'est quoi le mind mapping? Et première question, et deuxième question, comment t'es tombé dedans déjà? Qu'est-ce que c'est que le mind mapping? Et puis comment on peut s'en servir? À quoi ça sert tout ça, hein? Alors, le mind mapping, c'est une technique de prise de notes visuelle créée par Tony Buzan dans les années 70 et qui a la vertu de augmenter de faciliter le travail du cerveau. Donc, alors là, comme on est en mode audio, on va utiliser le pouvoir de l'imagination pour imaginer à quoi ressemble une mind map. Imaginez vous ayez une feuille A4 en format paysage et qu'au centre de cette feuille, vous avez une image qui est hyper captivante. Et autour de cette image, vous avez des branches qui sont directement connectées sur cette image centrale et qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, du plus épais au plus fin, et qui sont vraiment bien curvilignes, qui ressemblent à des branches d'arbres en fait. Et sur chacune de ces branches, vous avez des mots, un mot-clé, un mot par branche. Et que pour chaque branche, comme un arbre, vous avez des ramifications, des plus petites branches en fait. Vous avez de grosses branches en petites branches du centre vers l'extérieur, et finalement, vous avez une carte au final qui représente l'arborescence de sa pensée. Donc le mind mapping, c'est ça, c'est une manière de structurer sa pensée en arborescence, de manière visuelle, en partant du centre vers l'extérieur, pour faciliter le travail du cerveau, donc pour mieux mémoriser. Et l'idée, c'est par exemple, si on a un sujet central comme les soft skills, de mettre une représentation des soft skills au centre. D'ailleurs, la carte que j'ai faite au championnat du monde, c'était une carte sur les soft skills. Et au centre, j'ai fait Superman, pour le côté geek et DC Comics. Et ensuite, j'ai fait des branches qui expliquent c'est quoi les soft skills, c'est pour qui, comment on les développe, quelques exemples. Donc j'ai fait mes grandes parties qui sont mes branches de premier niveau. Et après, je vais plus en détail. Et donc, c'est ça le mind mapping en fait. Et le mind mapping, on peut l'utiliser pour synthétiser un livre, synthétiser un magazine, synthétiser une vidéo. On peut l'utiliser pour s'organiser également avec une notion de priorité. On peut l'utiliser pour être créatif en disant je vais de manière libre laisser ma pensée aller en arborescence. Ça peut être pour se préparer à une conférence. Par exemple, toutes mes conférences, je les prépare avec une mind map. Ça peut être pour se préparer pour un projet. Donc, à partir du moment où on pense, on peut appliquer le mind mapping. Ok. Et donc, au cœur, alors tu as mis un Superman par rapport aux soft skills. En fait, là, je lis un bouquin, par exemple, je mets quoi au cœur? Par exemple, The One Thing. Pour toi, ça serait quoi? Pour qu'on puisse avoir quelque chose peut-être un peu plus concret pour les auditeurs, pour qu'ils se disent, ok, en fait, au milieu, je mets ça, et puis ensuite, peut-être 2-3 branches, histoire qu'on comprenne un peu. Ça dépend de l'objectif de la carte. Donc, si par exemple, l'objectif de la carte, c'est de mémoriser les informations clés du livre The One Thing, dans ce cas-là, ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais dessiner une miniature de la couverture de l'ouvrage au centre, parce que mon cerveau va retenir ça. À quoi ressemble la couverture du livre? Je vous rappelle que la couverture est jaune, écrite en noir, et du coup, c'est le truc qui est le plus mémorable. Donc au cœur, je mettrai ça. Et ensuite, je vais mettre les grands principes qui me semblent les plus pertinents de l'ouvrage. Par exemple, la notion de focus. Par exemple, la notion d'habitude. Ensuite, la notion donc il y a la notion d'effet domino, par exemple. Je mets vraiment des choses qui résonnent pour moi, en fait, dans ce cas-là, parce qu'une synthèse, c'est quelque chose d'assez personnel. Et voilà, par exemple, après c'est vrai que j'ai pas fait de mind map pour ce livre-là, donc là j'essaie de le faire en live dans ma tête, mais voilà comment je fonctionnerais sur un ouvrage.
D'accord. En tout cas, non, c'était juste pour comprendre un peu comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas de questions pièges ni quoi que ce soit. Rassure-toi là-dessus. Ok. Mind mapping, comment t'as découvert ça? Parce que alors aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. C'est vrai que lorsque l'on fait même une école de coaching, je pense à l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois, celle que j'ai pu faire. C'est quelque chose qui est assez répandu, ou du moins dans les cours que l'on reçoit, on a des synthèses en mind mapping. Comment toi t'es tombé dedans, et comment aujourd'hui, ou du moins est-ce que tu as des entreprises qui l'utilisent aujourd'hui, ou c'est des individus juste voilà ponctuellement comme ça? Alors, par rapport à comment je suis tombé dans la marmite du mind mapping, en fait, c'est par rapport à mon ami associé Nicolas Lisiac, qui donc lui formateur en lecture rapide depuis plus de 12 ans maintenant, je crois, et qui du coup était vraiment dans tout ce qui était sport du cerveau, dont faisait également le mind mapping. Et pour lui, son rêve, c'était de rencontrer Tony Buzan, qui avait créé les championnats du monde de lecture rapide et de mind mapping. Donc du coup, il est parti en 2017 en Chine participer au championnat du monde de lecture rapide pour rencontrer Tony Buzan, avec qui on a bien sympathisé, avec notamment Michel Wozniak, qui le connaissait bien aussi. Donc on a ramené Tony Buzan en France en 2018 pour une conférence devant 400 personnes qu'on a organisée dans le cadre des championnats de France de lecture rapide et de mind mapping 2018 qu'on organise. Et donc pour moi, en fait, c'était du coup la rencontre de Tony Buzan, parce que comme on vivait à Londres, donc c'est moi qui suis parti chercher, on a pris l'Eurostar ensemble. Et pour moi, c'était c'était vraiment une expérience hyper marquante et qui a changé ma vie, en fait, tout simplement, de passer autant de temps avec Tony Buzan. Et pour moi, c'était ça ma première vraie rencontre avec le mind mapping, c'était Tony Buzan, parce que forcément, à un moment donné, on était amené à me faire faire une mind map, et là, du coup, il m'a challengé en direct, donc c'était assez génial. Et après, du coup, j'ai forcément eu une affinité avec cet outil par rapport à Tony. Et en 2018, donc arrivent les inscriptions au championnat du monde de lecture rapide mind mapping qui a eu lieu en Chine à l'époque. Et je dis à mon associé Nicolas, je dis, voilà, donc ça y est, les championnats se réouvrent, est-ce que tu y vas? Enfin, vas-y, prends tes billets. Comme ça, tu pourras peut-être revenir avec. Il est venu avec la médaille de bronze en 2017. Il dit pourquoi pas la médaille d'or en 2018. Il dit non, il peut pas cette année, c'est à mon tour. Du coup, je dis mais attends, moi, je fais pas de la compète, je pratique comme ça en dilettante, mais pas en mode compète en fait. Il dit non mais vas-y. En plus, c'est à Hong Kong, tu sais, Bruce Lee, Jackie Chan, donc il m'a vendu le truc. Donc forcément, j'ai pris mon billet d'avion. Donc là, je ne pouvais plus reculer. Et c'est comme ça que je me suis inscrit au championnat du monde de mind mapping. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je vais y aller, mais pas en touriste. Je vais pas aller au championnat du monde pour aller à Hong Kong, autant que j'y aille en vacances. Donc c'est là que je me suis dit, je vais vraiment me remettre à de la compétition. J'avais arrêté la compétition, justement. Je me suis dit, tiens, ça y est, l'adrénaline de la compétition. Donc j'ai modélisé des sportifs de haut niveau. J'ai modélisé des champions également de sport du cerveau. En plus, je m'entends très bien avec un ami à moi, Eric Allard, qui est coach olympique. Et du coup, il m'a donné quelques tips aussi, comment il prépare lui ses équipes pour les championnats olympiques. Donc du coup, voilà, j'ai créé ma team et je me suis préparé au championnat du monde. Et c'est comme ça que après, j'ai pu avoir le titre. Et du coup, que de fil en aiguille, voilà, je suis dans le mind mapping. et concrètement, comment ça se passe un championnat du monde de mind mapping? En fait, il y a 3 épreuves pour un championnat du monde de mind mapping. Il y a une première épreuve qui consiste à faire une mind map d'un discours. On a un speaker qui fait un discours qui n'a jamais été fait auparavant, et pendant 20 minutes. Et après, on a 20 minutes supplémentaires pour faire une mise au propre de sa carte. On a une deuxième épreuve ensuite qui est un mind map d'un magazine ou d'un livre. Donc généralement, c'est quand même un magazine, encore une fois, qui n'a jamais été publié auparavant. Okay. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve de créativité libre, où en fait on fait la meilleure mind map possible. Donc nous là, la dernière fois, comme on l'a fait en ligne, on l'a fait avec aussi une dimension improvisation, où ils ont un mot-clé pour tout le monde, pour pouvoir faire libérer leur créativité. Et donc on a ces 3 épreuves, et on a toute une grille de notation
pour pouvoir attribuer des points à des mind maps avec des arbitres certifiés qui vont juger les mind maps, sachant qu'on a 2 arbitres par mind map pour être sûr que ce soit un travail bien fait. Et voilà, et après il y a un classement. Et dans le top 10 des points, eh bien, il y a une finale en fait qui se joue ensuite dans les arbitres et qui vont choisir les meilleures cartes de ce top 10 pour faire le classement final. Ok. Et donc tu as été élu champion du monde de mind mapping en 2019, 18 18. Ouais. Ok. Et ensuite, envie, déjà coach, envie de vouloir coacher, former, accompagner une équipe pour qu'elle soit championne du monde également, c'est ça, hein? Ouais, en fait depuis 2018, on faisait pour le championnat de France, et c'est vrai que depuis qu'on organise le championnat du monde, donc oui, on a toujours une équipe passion d'apprendre, à la fois pour le championnat de lecture rapide et pour le championnat de mind mapping. Et là cette année d'ailleurs, je salue notre équipe qui a fait une super performance. Par équipe, on a fait 2e en lecture rapide, 2e en mind mapping, et on a eu des médaillés également avec Marianne qui a obtenu une médaille de bronze au championnat du monde. Enfin non, elle a obtenu 3 médailles de bronze, au championnat du monde, et Salim qui a eu une médaille d'or au championnat du monde. Donc très très fier, très content, et je suis honoré d'avoir une team aussi géniale de gens hyper gentils, hyper généreux et hyper brillants, quoi. Et comment on fait pour vous rejoindre si on en a envie, si on a envie de se développer, se challenger, rejoindre une team, en effet, passion d'apprendre, qui ont des soft skills apparemment très intéressantes? Il faut nous contacter. Vous pouvez me contacter, parce que c'est vrai qu'en général, on sélectionne en priorité les membres de nos formations, parce que pour nous, en fait, on a créé le championnat pour que ce soit un défi à relever pour nos clients, parce que comme pour souvent dans les formations, on s'inscrit, on les suit un peu en mode podcast, en arrière-fond, mais on va pas forcément mettre vraiment en pratique ou et se dépasser. Et pour nous, le fait de faire un championnat pour nos clients, c'était une manière d'avoir un défi à relever et de vraiment les engager et d'avoir des vrais une vraie acquisition de compétences et un vrai dépassement, et surtout avec une ambiance d'équipe, parce que on n'est pas en fait, c'est une compétition, mais comme on le fait en équipe, il n'y a pas du tout l'esprit compétitif, c'est une compétition avec soi-même, et du coup voilà, c'est pour ça que on privilégie, ce qu'on a, on est limité à 20 personnes par équipe. Pour le championnat. D'accord. Et donc, on mettra peut-être les contacts, si tu veux bien nous les donner. Ouais. Dans ces cas-là, s'il y a des gens qui veulent vous rejoindre, ou du moins candidater, on mettra ça dans les notes du podcast, dans ces cas-là. Ça t'intéresse? Bien sûr, je crois que tu es au courant. Alors moi, ce serait plutôt la lecture rapide que le mind mapping, tu vois. Et donc, du coup, sans transition aucune, lecture rapide, pour moi, c'est quelque chose qui... je vois, tu vois, tout simplement, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment aimé lire jusqu'à il y a, j'ai envie de dire, une petite dizaine d'années, parce qu'en fait on me forçait à l'école de lire, et comme beaucoup en fait, quand on te force à faire quelque chose, t'as pas envie, et surtout que les bouquins qu'on nous forçait à lire, franchement c'était pas ce qui m'animait le plus. Et donc j'ai eu une sorte de rejet pendant des années de la lecture. Alors j'aimais beaucoup les magazines, alors c'était des petits articles, etc., mais pas plus. Et puis en fait j'ai quitté gentiment le monde pas du travail, parce que c'est au contraire, je suis rentré dedans et j'ai quitté le monde des études. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, si j'ai envie de me développer, si j'ai envie d'apprendre encore plus, certes les formations, c'est génial, présentiel, en ligne, mais la lecture, c'est juste fantastique, tout ce qu'il existe aujourd'hui sur plein de domaines. Et j'ai commencé à lire un bouquin, 2 bouquins, et plus ça allait, plus je dis c'est bien, je lis de plus en plus vite, j'apprends de plus en plus de choses, mais j'ai envie d'apprendre encore plus de choses, et donc du coup j'aimerais diminuer mon temps de lecture derrière. Alors j'ai testé des choses, j'ai lu, etc., jusqu'à tomber sur ta formation il y a quelques semaines, un petit mois, et donc j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur
peut-être déjà ce que c'est que la lecture rapide, parce que à partir de quel moment en fait on dit qu'on est un lecteur qui lit rapidement, et puis est-ce que tu aurais des petits tips à nous donner comme ça pour pouvoir lire rapidement? Alors pareil, moi la lecture rapide, c'est Nicolas Lisière qui m'a emmené là-dedans, et c'est vrai que c'est ce qui est génial avec la lecture rapide, c'est que non seulement bien entendu ça fait gagner du temps, parce qu'au lieu de prendre par exemple 10 heures pour lire un livre, et qui du coup, parce que les 10 heures on va pas le faire de bout en bout, en fait on va les étaler sur plusieurs semaines, donc ça prend des semaines pour lire un bouquin. En fait quand on peut le lire en 1 heure, en fait ça nous fait gagner des semaines en fait, à l'absolu. Ouais. Et donc déjà, donc il y a bien entendu il y a ça, mais c'est vraiment en fait pour moi le bénéfice c'est même pas ça le meilleur bénéfice de la lecture rapide. Pour moi c'est l'entraînement cérébral. Et d'ailleurs Nicolas a participé à une étude scientifique, une première étude scientifique sur la lecture rapide avec des radiologues à Marseille. Donc il y a quelques années, je crois que c'était en 2018 ou 2017. Et en fait, ils ont démontré que les radiologues qui ont pratiqué la lecture rapide avaient une efficacité de lecture des radios augmentée de 20%. Donc il y a une vraie transversalité de niveau de montée en compétences via la lecture rapide par rapport à ça. Et justement là, on est en train de mener une étude scientifique internationale en partenariat avec une université au Maroc pour montrer justement quels sont les impacts cognitifs positifs de la lecture rapide au-delà du fait de lire plus rapidement. L'impact en termes de concentration, en termes de mémorisation, en termes de vivacité d'esprit. Et pour moi, c'est ça les réels bénéfices de la lecture rapide, c'est que c'est vraiment un entraînement du cerveau. On entraîne notre cerveau à aller plus vite. On entraîne notre cerveau à être plus concentré, à être plus vif. Et mais comme pour tout entraînement, enfin comme pour toute musculation, tout résultat, on a besoin de s'entraîner justement. Et c'est comme la course à pied. Donc la lecture rapide, donc repose à la fois sur des techniques, sur de la stratégie et surtout sur de l'entraînement en fait. Donc par exemple, une stratégie de lecture rapide, c'est quel est mon objectif quand je prends un livre? Est-ce que j'ai envie de retenir l'histoire? Est-ce que j'ai envie de retenir des astuces pour pouvoir les appliquer dans mon quotidien? Donc, par exemple, si je reprends le livre The One Thing, quel est mon objectif? C'est d'avoir des techniques pour être plus focus et efficace. Donc mon cerveau a un objectif. Du coup, ma stratégie va être différente que si je disais j'ai envie de retenir toutes les storytelling du livre en fait. L'expérience de lecture sera totalement différente. Et après, une autre stratégie, c'est par exemple quand je prends un livre, avant de commencer à le lire du mot numéro 1 au dernier mot, je vais d'abord feuilleter le sommaire. Je vais bien regarder la 4e de couverture. Je vais feuilleter le livre pour voir à quoi il ressemble, préparer mon cerveau à la lecture. Donc c'est comme si je disais à mon cerveau, voilà le contenu qui t'attend, sois prêt. Du coup, ça va augmenter le niveau de concentration et d'attention pour la lecture. Voilà, donc ça c'est par exemple une astuce de stratégie. Et après il y a des techniques. Donc des techniques, par exemple le guide visuel qui permet de guider ses yeux pour faciliter, pour fluidifier la lecture et également stimuler la concentration parce que le mouvement est beaucoup plus captivant pour les yeux et le cerveau que le statique. Ça va être également de trouver la meilleure position possible pour lire et donc par exemple de se reculer pour augmenter son champ de vision par exemple. Donc c'est de comprendre les mécanismes liés aux yeux et au cerveau. Mais après donc si on a la stratégie, les outils c'est génial, mais c'est peut-être c'est peut-être 20% du travail. Après 80% du travail c'est la pratique et c'est le fait de s'entraîner à lire plus vite que l'on comprend. Et c'est ça qui est hyper contre-intuitif avec la lecture rapide, c'est qu'on va entraîner notre cerveau à lire à une vitesse qu'il ne comprend pas pour le forcer à s'adapter par la plasticité cérébrale. Et tout à l'heure, oui, pardon. Vas-y, je t'en prie. Parce que tu posais une autre question également, c'est quoi un lecteur rapide en fait? Et pour cela, on mesure en nombre de mots par minute. Donc par exemple, en moyenne, une personne lettrée, adulte, lit en moyenne entre 200 et 220 mots par minute.
Ce qui fait qu'on va lire un livre comme The One Thing peut-être en 6 ou 8 heures par exemple, étalé sur plusieurs jours, etc. Un lecteur rapide, ouais, on considère un lecteur rapide à peu près à partir de 500 mots par minute. Et un lecteur très rapide à partir de 800-900 mots par minute. Yes. Et après, super rapide sur 1000 et plus en fait. Mais c'est très relatif, une vitesse de lecture. C'est pas absolu. C'est-à-dire que par exemple, un livre par exemple, là, je vais interviewer une auteure tout à l'heure. Elle a écrit un livre sur l'entrepreneuriat en français. L'entrepreneuriat, c'est un sujet dans lequel je berce depuis plus de 12 ans. J'ai pu lire des dizaines d'ouvrages là-dessus. Le français est ma langue natale. Là, je peux lire peut-être à 1500, 2000 mots par minute en comprenant très bien parce que c'est la zone de confort de mon cerveau. Yes. En revanche, si je lis un roman ou encore plus un livre de philosophie en anglais, bah forcément je pourrais pas aller à cette vitesse. Ça va être trop compliqué pour mon cerveau parce que la lecture dépend de la langue, dépend de son niveau de vocabulaire et dépend du niveau de complexité de l'écriture également. Yes. Ouais. Quand j'ai fait le test, j'étais à 400 et quelques mots, 430 de souvenirs. Ok. Donc du coup, ouais, mais après, j'avais déjà ces petites techniques, des petites techniques toutes simples hein, avec le doigt ou une baguette que j'utilise pour lire un peu plus rapidement. Mais là où tu pointes du doigt quelque chose et qui sont derrière la lecture rapide, c'est aussi la confiance en soi. Potentiellement parce que mine de rien c'est contre-intuitif de dire ok je lâche prise, je dis même si je comprends pas mais en tout cas mon cerveau lui comprend mais il faut que je lâche prise là-dessus et si on n'a pas forcément le niveau de confiance nécessaire et quelque part on va pas forcément lâcher prise comme il faudrait et donc c'est contre-intuitif non c'est que ça nous permet ou ça nous bride en tout cas sur le fait de les lire beaucoup plus rapidement derrière. Et je trouve ça assez fantastique et puis il y a toute la partie neurologique là qui est exceptionnelle. Donc là je vais me mettre à fond dans ta formation là cet été. Yes. Et c'est vrai que c'est comme tu dis il y a la confiance en soi qui est double en fait. C'est d'abord la confiance dans quelque chose qui n'est pas encore là et confiance que ça va arriver, qu'il y aura ce déclic, que je vais y arriver. Et il y a aussi le fait que quand j'y suis, eh bien, je sais que je suis capable de commencer un bouquin et de le terminer. Et mine de rien, ça peut paraître bête comme ça, anecdotique, mais personnellement, moi, j'étais un lecteur lent. Hein. Moi, j'étais à peut-être, 160 mots par minute. Et pareil, les livres, c'était pas du tout mon truc. Du coup, je lisais jamais. Et j'avais aucune confiance dans ma capacité à lire un livre. Donner un livre, pour moi, c'était une source de stress, en fait. Mais comment je vais faire? Ça me prend un temps fou. Est-ce que je vais y arriver? En plus, ça prend tellement de temps que le temps que je termine le livre, j'ai oublié la moitié parce que ça fait trop longtemps. Et c'est ça aussi l'intérêt de la lecture rapide, c'est que comme c'est condensé en 1 ou 2 heures de lecture, eh bien, c'est encore frais. Alors que si c'est étalé sur des semaines, voire des mois, j'ai oublié. Et c'est vrai de se dire déjà je suis capable, on me donne un livre, je sais que je suis capable de lire du début jusqu'à la fin, mais en plus d'un point de vue mental, j'habitue mon cerveau à commencer et terminer. Et ça je trouve hyper puissant parce que le fait de dire je vais au bout des choses, même si c'est un livre, eh bien mon cerveau il sait qu'il peut aller au bout des choses. Et là en termes de confiance en soi, je trouve que c'est hyper puissant. Ouais, comme pour tout, hein, on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, et ça, c'est quand même assez gratifiant derrière. C'est fantastique. Hâte d'en savoir un peu plus. Et puis en plus de ça, tu m'as chauffé avec la partie neurosciences, donc donc ça pour sûr. Je ferai partie des vôtres cet été. Mais une autre anecdote, si tu veux, tu parles de l'été et tout ça, un truc que j'ai remarqué en termes de bénéfices, c'est que comme j'ai entraîné mes yeux à choper de l'information très rapidement. Par exemple, quand on va à un festival, un concert, etc., on doit rejoindre des amis. Eh bien, je vais toujours le premier à dire tiens, dans la foule, un peu, tu sais, comme où est Charlie, hop, j'arrive à repérer rapidement la personne
par rapport aux autres. Et ça, j'ai remarqué, et je pense que ça doit être lié à ça, parce que c'était pas du tout une capacité naturelle pour moi au départ. Mais ouais, par exemple, pour cet été, si tu sais qu'en France ça réouvre, pas encore ici au Royaume-Uni, mais voilà, si vous pouvez ressortir et qu'il y a des foules, etc., bah vous arrivez à vous retrouver plus facilement. Yes. Non, mais comme tu dis, hein, tout est lié, et en plus de ça, bah, si ça travaille sur la plasticité cérébrale et tout un tas d'autres choses, bah, franchement, sur la vivacité d'esprit, sur tout un tas, c'est franchement juste fantastique. Donc, allez-y, apprenez à lire plus rapidement, et puis on gagne du temps parce qu'on a que 1440 minutes par jour et on sait pas quand ça va s'arrêter. Donc, du coup, c'est hyper important. Mais en plus de ça, ça permet d'être beaucoup plus intellectuellement parlant, plus vif, et puis bah franchement d'aller plus vite, et ça, il y a pas de, voilà, on est vraiment dans les super héros, quoi. Ouais, c'est des super pouvoirs, clairement. Quand on a l'impression d'avoir des super pouvoirs quand on s'est entraîné. Ah, par contre, après, c'est comme un muscle, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir ensuite. C'est pas comme ça, c'est bon, j'ai le déclic, c'est terminé. Yes. Comme pour les soft skills, c'est quelque chose qui se maintient, mais en fait, il y a un côté addictif, en fait, moi je trouve, et parce que personnellement, j'adore la vitesse. Je faisais du sprint quand je faisais la compète d'athlée, j'avais un quad à un moment donné, donc j'adore la vitesse et des sports extrêmes, etc. Et il y a ce côté adrénaline aussi dans la vitesse avec la lecture rapide que je trouve assez addictif. Yes. Mais en fait, je le mesure. Tu vois, typiquement, j'ai une tablette. Alors, je suis très bouquin papier, mais le soir, avant de me coucher, voilà, j'ai mes lunettes avec des filtres orange, et puis plus ma liseuse juste avant de me coucher pour être bien, et qu'il n'y ait pas de lumière bleue qui on va dire parasiterait mon sommeil. Et donc, je me rends compte que des fois, je suis dans une sorte de flow. Surtout que je lis beaucoup de biographies juste avant de me coucher, et ça va hyper vite des fois. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je trouve assez excitant et assez intéressant. Et puis gentiment, moi ça m'emmène pour aller dormir. Mais après, j'ai d'autres lectures dans ma journée où je vais être sur là, j'ai reçu un bouquin sur les investissements en entreprise et comment chercher des investisseurs, etc. Et typiquement, c'est pareil quand on a un truc qu'on m'a donné aussi comme tips. Et je pense qu'il est intéressant, et ça, c'est tous les coachs qui le donnent, hein, c'est avoir un objectif, c'est de se dire quel est ton objectif de lecture aussi, qu'est-ce que tu veux apprendre à travers ton bouquin. Et c'est vrai que, bah, comme je te le disais, là, on est en train de regarder, on a des investisseurs qui sont intéressés par notre société Canopé Human Experience, et donc, bah, plutôt que de dire oui, non, comme ça, sans rien savoir, ben, mon réflexe aujourd'hui, c'est d'aller lire. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus entre aujourd'hui et la rencontre avec les investisseurs, ça va être justement de dire, OK, il faut que j'apprenne, ou du moins je lise un maximum de choses, que je condense, je fasse un résumé en mode mind mapping. Donc, du coup, lecture rapide plus mind mapping va me permettre derrière, moi, j'aime bien faire ça sur un paperboard et le mind mapping. Et puis, alors pas aussi poussé que les tiens avec des branches plus fines, etc. Mais moi, c'est des petits traits, mais il faut que j'apprenne et que j'améliore tout ça. Mais c'est clair que c'est hyper puissant. Et l'objectif, le pouvoir de l'objectif, il n'y a pas de débat. Clairement. Le cerveau a besoin de ça. Le cerveau, ouais, complètement. On va partir sur des sujets aussi que j'aime bien aborder. C'est les notions de bonheur, d'être heureux. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour tendre à plus de bonheur dans ta vie ? Bonne question. Je dirais qu'il y a... je réfléchis à ce qui me rend heureux, ce qui me génère du bonheur. Et il y a deux types. Enfin, pour moi, il y a deux choses dans le bonheur. Il y a les moments de joie, d'enthousiasme, de bien-être, etc. Et il y a la continuité. Et je travaille sur les deux. C'est-à-dire que je vais réfléchir à comment me créer un environnement et des rituels qui m'assurent une continuité en termes de bien-être, de joie et de bonheur.
Et mais c'est pas suffisant en fait, parce qu'à un moment donné, ça devient monotone. Donc j'ai aussi besoin de moments mémorables, et de moments mémorables que ce soit avec moi-même en fait, me faire des kiffs, etc. Mais surtout en relation avec d'autres. Donc ça va être des moments de partage, des voyages, des sorties. Par exemple là, je me suis mis au squash, et pour moi, c'est des moments géniaux, parce que c'est à la fois interpersonnel, mais en plus c'est du cardio, c'est top. Et en fait, et tout cela en filigrane aussi, c'est de la nouveauté, parce que j'ai besoin de nouveauté. En même temps, j'ai besoin d'une certaine structure. Donc c'est aussi une sorte d'équilibre à trouver entre tout ça. Donc déjà, il y a la continuité avec des rituels, etc., qui maintient un bon niveau de bien-être, d'enthousiasme et de joie au quotidien, ponctué de moments mémorables et souvent en relation, et tout cela avec des phases qui permettent de générer la nouveauté. Yes. Ces moments mémorables, est-ce que tu as des moments mémorables chaque jour, un par jour, ou c'est un par semaine, ou un par mois, ou c'est complètement au feeling, mais tu as toujours ça derrière Ouais, pour moi, la continuité, c'est là que je structure de manière quotidienne, hebdomadaire, etc. Donc c'est structuré, parce que je contrôle quelque part. En revanche, pour les moments, c'est plus, je dirais, de l'ordre de l'instantané, de l'ordre de la spontanéité en fait. Parce que si je le structure trop, pour moi, ça bascule dans le côté continuité et structurant. Donc j'ai besoin de ces moments de spontanéité aussi, ce qui est une sortie de zone de confort pour moi, parce que j'adore la structure, j'adore contrôler, etc. Et pour moi, c'est aussi une sortie de zone de confort pour ça. Yes. Donc pratiquer le lâcher prise, c'est une vraie discipline. Ouais, curieusement. Ouais, je comprends, mais n'empêche que dans le lâcher prise, tu as lâché et prise. Donc du coup, c'est lâcher pour prendre quelque chose d'autre derrière, et c'est vrai que dans ces phases-là, c'est assez fantastique. C'est là où on sort de notre zone de confort, surtout quand on a l'habitude d'être carré, d'avoir nos routines. Mais je pense qu'on peut, et c'est un peu ce que j'ai pu mettre aussi dans mon quotidien depuis quelques années maintenant. C'est comme toi, j'ai mes routines dans ma journée qui sont présentes, ou du moins des zones, des temps bien spécifiques. Typiquement le matin, moi c'est simple, je me lève, je fais du sport, quoi. Je réfléchis même quasiment plus, et c'est même essentiel pour tout un tas de choses, notamment au niveau de nos neurotransmetteurs. Bon, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais il y a cette phase-là. Et puis la méditation, la cohérence cardiaque, c'est des essentiels pour moi. Après, dans ma journée, il y a des espaces pour, ça va être échange avec des amis, que je n'avais pas pu échanger depuis pas mal de temps. Je passe un coup de téléphone, et puis c'est un peu du hasard. Si je l'ai au téléphone, c'est cool. Si je l'ai pas, je vais appeler quelqu'un d'autre. Et donc du coup, il y a ce petit moment de surprise. Et puis vu que ça fait 6 mois qu'on s'est pas eu au téléphone, clac. Il y a des moments en effet un peu comme tu le dis qui peuvent être mémorables. Mais après, si on peut le faire et on les vivre en présentiel avec j'adore aussi le saut en parachute et autres, donc sport extrême, ça me connaît, donc ok, je comprends complètement. Donc c'est ton équilibre, un équilibre de bonheur, de bien-être à travers. Oui, et en même temps, il en parle d'ailleurs dans The One Thing, l'équilibre n'existe pas vraiment en fait, c'est une succession de déséquilibres, comme quand on marche, c'est une succession de chutes entre guillemets à chaque pas, et en fait on se rattrape dans un déséquilibre. Donc il y a aussi cette acceptation qu'il n'y a pas d'équilibre, il y a que des périodes, il y a des phases, il y a des moments, et c'est comme ça que maintenant j'essaye de me concentrer, de voir les choses, ce qui n'est pas simple, et surtout quand on est dans une société où on prône l'équilibre, l'harmonie, que j'ai testé, mais je trouve que c'est plat en fait. Par rapport à ma personnalité, pareil, moi j'adore les sports extrêmes, pareil, j'ai fait plusieurs sauts en parachute et tout, j'adore l'adrénaline, et je trouve que quand je cherche à trop d'équilibre, ça devient plat, fade, et du coup c'est pas ce qui me rend heureux.
Ouais, j'ai l'image d'une balance, tu vois, qui est en permanence activée, un coup à droite, un coup à gauche, et on avance comme ça. Et c'est l'image que j'ai de notre discussion. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, également, il y a un enfant avant qu'il marche. Je sais plus, hein, j'ai un chiffre de plusieurs milliers, en tout cas de pseudo échecs, en tout cas où l'enfant tombe avant de pouvoir bien marcher. Et d'ailleurs même nous étant grands aussi, on tombe de temps en temps, physiquement parlant. Donc en effet, c'est trouver une sorte de zone d'équilibre, mais qui n'est pas un équilibre, mais en tout cas qui nous permet tout simplement d'avancer derrière. Et en effet, je pense que on peut rester pas mal de temps sur cette discussion de cette théorisation de l'équilibre, parce que il y a beaucoup à dire. Thématique santé. Alors tu as parlé, tu disais que tu buvais du thé avant de commencer ce podcast. Tu fais du sport, mine de rien, tu fais du yoga, donc du kung-fu. T'as l'air, on va dire, en pleine santé, en pleine forme. Est-ce qu'il y a, c'est quoi ton secret? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon ok, maintenant faut que je me prenne en main, ou au contraire ça fait partie de ton éducation aussi? Je pense que, pareil, je pense qu'il y a eu des phases dans ma vie quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai toujours fait du sport. Ça, en effet, le sport, ça a toujours été présent. L'alimentation, pas forcément, parce que en tout cas, l'alimentation saine et raisonnable, on va dire, c'était pas forcément dans mon éducation, ou en tout cas dans ma pratique, parce que je suis un bon vivant et je peux beaucoup manger pour les personnes qui me connaissent. Et je pense qu'il y a le côté culturel avec l'île de la Réunion aussi, où on a tendance à bien bomber les assiettes aussi. Donc je dirais que pour la partie mouvement sport, en effet, c'est quelque chose d'assez ancré chez moi depuis longtemps. Et en même temps, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire que si je ne fais pas de mouvement, d'ailleurs, mon ostéopathe me dit motion is lotion. Le mouvement, c'est vraiment remettre de l'huile dans les rouages. Et si j'ai pas ça, j'ai clairement, en fait, j'ai des douleurs, quoi, parce que j'ai une grosse scoliose, j'ai un décalage d'un demi-centimètre du bassin. Donc si je bouge pas, à un moment donné, ça coince. Et plus ça va pas mieux aller, en fait. Donc il y a aussi je sais que parfois je vais me relâcher un petit peu, mais je sais que si au bout de 5 jours j'ai pas bougé, mon corps il me le force, en fait. C'est obligatoire. Donc après, pour la partie nutrition, ça s'est fait plus tard, même si je me rends compte que j'ai eu cette chance, en ayant grandi à l'île de la Réunion, d'avoir quand même une nourriture plutôt saine, en fait, parce que on mangeait quand même des produits locaux, on avait toujours des poulets dans la cour, notre jardin, etc. Donc oui, ça c'est quelque chose qui était assez ancré, et je pense que ma conscience, en tout cas, des choix nutritifs, sont arrivés un peu plus tard. Et c'est vrai que je fais attention à ce que je mange. Donc généralement, ma règle, c'est que je mange super sain la semaine, matin, midi, soir, et le week-end, je pose moins de questions. Je me fais plaisir, en fait. Parce que pour justement parler d'équilibre, parce qu'à un moment donné, j'étais en mode radical, et en fait, je me rends compte que la bonne bouffe, entre guillemets, les plaisirs culinaires, ça fait partie également de ces moments mémorables qui me nourrissent d'un point de vue bonheur. Donc du coup, j'ai réussi à trouver ce déséquilibre cet équilibre dans ce déséquilibre, entre guillemets. Et c'est comme ça que je gère pour la partie nutritive. Et après, quand même quelque chose que j'ai réalisé très tard pour le coup, mais qui maintenant, surtout que le Covid, je pense que ça a pris une dimension encore plus forte, c'est la dimension santé mentale. Parce que j'ai toujours été une bête de travail, hyper focus, une grosse capacité de travail, etc. Mais je me rends compte de plus en plus que c'est pas pour autant que je suis invincible face à l'épuisement mental, en fait, et face au stress. Et même si je pratiquais depuis pas mal d'années maintenant ces disciplines de gestion des émotions, de type méditation, yoga, etc., plutôt par rapport à
on va dire une quête d'équilibre plutôt que d'une quête de santé mentale, eh bien je me rends compte qu'en fait c'est quand même un besoin physiologique finalement, et que pour moi c'est devenu primordial au même titre que la santé corporelle. D'accord. Et donc du coup, si je comprends bien, ta santé mentale, tu la travailles par du sport, par des étirements, par quelque chose de physiologique? Alors il y a ça en fait partie, mais c'est pas suffisant justement. Au début, je pensais que c'était un échappatoire en fait. J'allais me défouler, voilà, je prenais mon sac de frappe, ma corde à sauter, je faisais mes sprints et en fait ça suffit pas parce que c'est une stratégie de fuite dans ce cas-là. Et je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est aussi de se libérer la charge mentale. Et la libération de la charge mentale, moi je la vois de 3 manières différentes et je me rends compte de plus en plus de mes coachings tournent autour de ça. Libérer la charge mentale, c'est déjà réussir à muscler son cerveau pour qu'il puisse porter plus de charge. Donc pour moi, les sports du cerveau, le mind mapping, la lecture rapide, les techniques de concentration, c'est une manière de se muscler pour mieux gérer, porter la charge mentale. Mais pareil, c'est pas suffisant parce qu'on a des limites. Comme le corps peut porter un certain poids jusqu'à un certain moment. Donc la deuxième chose aussi, c'est selon moi, c'est de littéralement éliminer du poids mental. Par exemple, en supprimant des rendez-vous s'il y en a trop, en se retirant de certaines responsabilités ou projets si ça ne nous correspond plus. Donc c'est en éliminant en fait, éliminer pour se libérer. Et en fait, le troisième pilier, c'est la collaboration. C'est pas tout porter tout seul en fait. C'est également de partager le poids avec des collaborateurs, avec des associés, avec des partenaires. Et c'est pour ça que maintenant tout ce que je le fais à minima en duo pour ne plus avoir à porter toute cette charge mentale tout seul en fait. Et pour moi, c'est devenu primordial également de travailler là-dessus. Et le sport ne peut plus être la seule stratégie, sinon c'est une stratégie de fuite. Il y a besoin d'avoir ces fondamentaux-là qui passent du coup par de la prise de décision, qui passent par de l'organisation, qui passent par de l'entraînement du cerveau. Et pour moi, c'est un tout en fait. Et également, et bien entendu, le mindset qui est hyper important pour moi. Et je préfère parler de mindset que d'état d'esprit, parce que la notion de état d'esprit, c'est que c'est un état qui est là. Alors que le mindset, c'est un réglage de l'esprit, comme un settings, des equalizers. Et moi, j'aime bien réfléchir comme ça, me disant là, comment je règle mon esprit par rapport à comment je me sens et par rapport aux besoins de la situation. Et c'est primordial parce que finalement, tout ce qui se passe dans la tête, c'est lié à ça en fait. Comment j'interprète les choses, comment je vis les situations, et on a du pouvoir là-dessus. Et pour moi, ça passe également par le mindset, c'est comment je me parle à moi-même, quelles sont les phrases que je me dis à moi-même, quels sont les mots que j'emploie, quels sont les films que je me fais dans ma tête. Donc il y a tout ça qui va être le réglage de mon esprit, mon mindset, et qui va du coup conditionner comment je vis les situations, d'où le stress, l'anxiété, etc. Donc ça part de là également. Donc sport oui, mais aussi libérer la charge mentale et travailler le mindset. Yes. Et ça demande une vraie prise de conscience et de développer sa conscience personnelle pour savoir où est-ce qu'on en est, savoir où est la jauge de plusieurs paramètres. Hein. Tu parlais d'équaliseur. C'est exactement ça. Hein. À partir du moment où je vois bien là une belle image en face avec plein de niveaux. Et en fait, plus on a conscience de soi, plus on a confiance de notre niveau, plus on a conscience de nos capacités à faire les choses, plus derrière on va pouvoir ajuster les bons paramètres pour pouvoir aller là où on a envie d'aller. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Et merci de nous partager, nous remettre ça en tête. Merci. C'est vrai que en fait, les soft skills, ça passe avant tout par la conscientisation en fait. Conscientiser des choses qui sont déjà là, de mettre des mots sur ce que on ne voyait pas auparavant, pour les rendre plus réels. Et pour moi, les soft skills, tu parles de confiance en soi, c'est réellement un outil de confiance en soi, parce que les soft skills, c'est des ressources que l'on a en soi,
que l'on peut mobiliser. Et la confiance en soi, c'est quoi? C'est se sentir capable de faire face à une situation, de faire face à une imprévue. Et plus j'ai des ressources en moi, plus j'ai conscience de ces ressources, plus je me sens capable. Et plus je me sens capable, plus j'ai confiance en moi. Et pour moi, les soft skills, c'est également donc ça passe par la conscience, la conscientisation, qui mène du coup naturellement à la confiance en soi par rapport à ce panel de ressources qui augmente au fond de moi. Yes. Ok. Mais je ne peux que partager ce que tu dis. J'aimerais qu'on structure un peu ta journée dans le sens où de ton lever à ton coucher, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a pu comprendre, voilà, à travers l'heure 24 qu'on vient de passer ensemble, un certain nombre de choses. Mais je suis assez fan, moi, de découvrir, en fait, des amis, les routines de mes amis, ou des gens que je rencontre comme toi, qui ont des vrais, on va dire, une vraie expertise sur ces domaines de performance. Et donc, j'aimerais savoir quelle est la journée presque type, même si j'aime pas trop dire ça, mais en gros, tu te lèves à quelle heure, tu te couches à quelle heure, et entre-temps, quelles sont tes plages horaires de routine? On va prendre un lundi, c'est plus simple, parce que j'ai des journées dans la semaine, les jours ouvrables, les week-ends, etc. Mais si je prends par exemple un lundi, je me lève à 6 heures, je fais du yoga, ensuite je vais faire un petit peu de cardio. Ensuite, ça va être petit déjeuner. Généralement, c'est porridge avec des fruits pour que ce soit hyper sain. Et ensuite, c'est méditation. Je visualise ma priorité de la journée. Ensuite, je me lance. Alors le lundi, on commence en fait par notre rendez-vous d'équipe, donc avec mon équipe, où justement on partage nos priorités de la semaine, nos apprentissages de la semaine passée, et en mode mastermind. Et après, on démarre notre journée. Et ensuite, à 17h40, c'est squash avec mon pote. Et ensuite, je vais direct au kung-fu, 2 heures de kung-fu après, ce qui me fait arriver chez moi vers à peu près 21h30. Et généralement, je suis au lit vers 22h30, 23h. D'accord. C'est à peu près un lundi. Avec des rendez-vous et des sessions de travail au milieu, bien entendu. Ok. Non, mais ça nous permet justement de voir un peu comment tu fonctionnes, et puis tu fais attention, j'imagine, à ton sommeil. Si tu te couches voilà sur ces horaires-là, tu tiens tes 7 heures. Oui, je fais attention à ça, et après j'accepte que pareil, il y a des déséquilibres, que par exemple ça m'arrive de lever à minuit, enfin de me coucher à minuit, ou des fois de mal dormir tout simplement, d'accepter que ça arrive, mais pas de dramatiser et de me dire tiens, par exemple de caler un 20 minutes de sieste dans l'après-midi, par exemple l'après-midi. Yes. Ça permet de compenser, ça remplace pas, mais ça permet de continuer sa journée. Ou de me dire tiens, ce week-end, cette semaine, par exemple, on avait pendant le championnat du monde de Mayapin lecture rapide, c'est une semaine hyper hardcore où j'ai dû sacrifier le week-end, certaines soirées, etc. Mais c'est normal parce que c'était pendant une semaine un événement capital pour l'année. Et après, je me dis de toute façon, le week-end prochain, c'est grasse mat, je fais rien, je coupe tout. Donc voilà, je raisonne comme ça en fait. Yes. En tout cas, je pense que c'est clair pour nos auditeurs. Quel est ton meilleur rebond? Suite à un échec, quel a été ton meilleur rebond? Il y en a eu plein. Hein. Le premier qui me vient là, curieusement, c'est après un échec amoureux en fait. C'était voilà, j'étais en relation, ça s'est très mal terminé, et j'étais au fond du trou, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit je vais voyager, je vais en France. On a fait un road trip, et après je suis parti dans la foulée au Japon. Et c'est pour moi, ça a été un des meilleurs rebonds de ma vie en fait. Donc oui, après une grosse déception, donc digérer et rebondir assez rapidement sur quelque chose de totalement nouveau, d'excitant et de rafraîchissant.
Ok. Et c'est vrai que le voyage nous permet d'aller dans ce sens en tout cas. Et je comprends ce que tu nous dis complètement. Merci pour ce partage. On arrive sur les dernières questions. As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément dire à tout le monde, mais qui toi t'anime profondément et qui te permet d'avoir ta North Star, quoi, tu sais quelle direction prendre et même dans les coups bas, dans les moments un peu plus difficiles, tu te raccroches à ça peut-être. Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Voilà, c'est une bonne question. Je ne crois pas en avoir une en particulier parce que j'ai tellement changé, eu tellement de phases différentes, etc., que je pense que ça doit dépendre du moment et dans quelle phase je suis. Donc je dirais non. Je n'ai pas réellement de gris-gris ou de croyance absolue qui me donnera toujours la direction quoi qu'il arrive. Si ce n'est quand même, il y a quand même un truc qui revient, c'est le mouvement. C'est si je m'embourbe en fait et que je reste statique et que je commence à réfléchir trop, c'est là que je perds pied. Alors que quand je suis dans l'action, quand je suis dans du mouvement, ça me met dans le moment présent et ça m'énergise et en chemin j'ai de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Donc je dirais le mouvement, que ce soit au sens littéral. Par exemple, quand ça va pas, moi un truc que je fais, c'est que je marche jusqu'à ce que j'en puisse plus. Je fais 30 000 pas s'il le faut et après je reviens, je dors et ça fait un reset. Donc ça c'est ma manière de faire un reset. Quand ça va pas, je marche, je mange, je dors. et du coup, pendant cette marche, tu réfléchis, tu laisses venir toutes les idées? J'essaie de pas réfléchir justement. J'essaie d'être en contemplation. Venant de la Réunion, en fait, j'ai fait énormément de randonnées. Yes. Énormément de randonnées. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où marcher, contempler et vraiment apprécier le chemin. Donc, dans ces moments-là, je vais plutôt mettre une musique de fond si je suis en environnement urbain. Si je suis par exemple dans un parc, etc. Au contraire, observer, écouter, etc. Donc, c'est plutôt une marche contemplative pour faire ce fameux reset, en fait. Soit marcher, soit carrément courir, en fait. Ça m'est arrivé de courir, je sais pas, à un moment donné, faire un gros reset, je fais 20 km, j'en pouvais plus, et après, j'ai mangé, j'ai dormi, le lendemain, j'avais mal partout, mais dans ma tête, j'étais frais, quoi. Yes. La page était tournée. Ouais. Comment on peut te joindre? Le mieux, c'est pour les personnes qui me connaissent très bien, le mieux c'est WhatsApp. Et pour les personnes que je ne connais pas encore ou qu'on se connaît très peu, c'est LinkedIn. Voilà, j'aime beaucoup LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn et je trouve que c'est encore un réseau assez propice pour ça. Donc plutôt LinkedIn. D'accord. Donc on mettra tous les liens dans les notes du podcast pour te contacter. Alors peut-être pas ton numéro WhatsApp au cas où il y aurait trop de monde qui te sollicite, mais en tout cas sur LinkedIn on mettra ton profil qui va bien. Un site internet ou une formation que tu nous conseillerais que tu animes. Je sais que la lecture rapide, c'est une formation qui est assez intéressante et qui moi je suis qu'au balbutiement mais notamment là il y a une belle formation qui se profile. Il y a quelque chose que tu voudrais partager sur ce que tu fais? Pour la lecture rapide, c'est passiondapprendre.com. Où en effet on est vraiment positionné là-dessus, mais pas que, on parle aussi de mind mapping bien entendu, mais aussi d'intelligence multiple, que je trouve vraiment passionnant aussi de voir le cerveau de cette manière-là. Et sinon, pour tout ce qui est soft skills, c'est jérôme-waro.com. Jérôme-waro.com, c'est le site où là, il y a à la fois Soft Skills Magazine, qui est un magazine gratuit qu'on peut télécharger et qui regorge d'interviews, d'astuces, de techniques sur tous ces sujets-là. Et après, encore plein de vidéos, un groupe Facebook. Mais ouais, en gros, pour simplifier, passiondapprendre.com pour tout ce qui est sport du cerveau, jérôme-waro.com pour tout ce qui est soft skills.
Ok. Bon, en tout cas, tout ça sera dans les notes du podcast. Un dernier mot à nos auditeurs? C'est toujours difficile parce que c'est les derniers mots, c'est ce qu'on retient le plus, les premiers, les derniers. Donc, du coup, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais qu'on a couvert quand même beaucoup de sujets aujourd'hui. Donc merci beaucoup à toi, Quentin, de m'avoir laissé exprimer sur tous ces sujets qui me passionnent, à la fois des arts martiaux, à la fois sur les soft skills qui sont nos super pouvoirs en tant qu'humains, à la fois les sports du cerveau qui est également un sport à part entière et qui, je suis convaincu, qui est aussi important que faire du sport physique, en fait, surtout dans cette société de la quatrième révolution industrielle où, en fait, on délègue de plus en plus d'intelligence à des devices, à de l'intelligence artificielle, etc., et que pour moi, ça devient une urgence de remuscler son cerveau pour pas le délaisser, et ça fait penser à un livre que je trouvais génial, le livre de Pierre Boulle, La planète des singes, parce qu'avant d'être un film, c'était un livre, une nouvelle, et je vais pas spoiler, mais justement, moi, chaque fois que je pense à notre société, au cerveau, etc., je pense au livre de Pierre Boulle, La planète des singes, qui était écrit dans les années 60, et ça résonne en moi. Donc les personnes qui ont lu le livre vont me comprendre quand je parle de reprendre le pouvoir de son cerveau pour pas trop déléguer l'intelligence à d'autres devices, à d'autres outils, à d'autres robots. Donc voilà ce que je dirais, et merci à toi pour cette opportunité, pour ce moment que en tout cas j'ai apprécié, j'espère que toi aussi, et pour les auditeurs aussi, et à très bientôt, de toute façon, à très bientôt pour la lecture rapide du coup. Exactement, donc on va tous reprendre notre cerveau en main pour pouvoir le décupler en matière d'intelligence, en matière de neuroplasticité. Bref, il y a eu beaucoup de contenu, et je suis vraiment ravi que tu fais partie de nos invités, parce que de par ton parcours déjà, c'est hyper excitant de pouvoir discuter avec toi. Mais là, quand on est en présentiel, façon de parler, mais en tout cas connecté avec une vraie discussion sur un temps d'échange d'1h30 sur des sujets que sont les soft skills, que sont la lecture rapide, le mind mapping, on a parlé de confiance en soi, etc. Bon, tu les as cités. C'est juste génial. C'est des sujets tellement passionnants et essentiels pour notre vie, mais même notre survie. Tu parlais de santé mentale, surtout pendant des périodes qu'on a subies avec la Covid-19. C'est pas encore tout à fait terminé, mais en tout cas, il faut faire attention. En tout cas, merci infiniment, Jérôme. C'était vraiment un réel plaisir. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez aussi pris autant de plaisir que moi sur ces nombreux sujets, surtout sur cette discussion avec Jérôme. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous, d'inscrire vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements. Et c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes si elles le désirent. D'autant plus que plus on a d'abonnés, plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopegénération.com, QANOPEE génération GENERATION.com, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération@canopee.com. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.